Pour le retard accusé dans le démarrage de cette émission, très heureux de vous retrouver. Place maintenant au débat de Nana FM consacré à l'actualité sociopolitique de notre pays. Le jeudi 12 juin dernier, une conférence de presse conjointe a été tenue à Lomé par les partis politiques ANC, FDR et plusieurs organisations de la société civile, dont le Front citoyen Togo Debout, dans un contexte marqué par les manifestations des 5 et 6 juin réprimées. Le mot d'ordre, le peuple togolais en a assez. Dans leur déclaration liminaire, les signataires appellent à une mobilisation citoyenne dès le 23 juin 2025 au nom de l'article 150 de la Constitution de 1992. Alors que cette déclaration suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique, nous recevons aujourd'hui David Dosset, médecin et porte-parole du Front citoyen Togo Debout, pour mieux comprendre les motivations de cette initiative. Chers auditeurs, vous pourrez intervenir, vous également, dans la deuxième partie de l'émission pour poser vos questions et partager vos réactions. Le débat de Nana FM, ça commence. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Professeur David Dosset, bonjour. Oui, bonjour. Je salue également tous ceux qui nous suivent sur votre belle radio. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous vous donnons juste 2 secondes pour vous excuser auprès de nos auditeurs pour le retard. Tout à fait, je voudrais effectivement m'excuser de ce retard, indépendant de ma volonté, mais peut-être que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà. Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez nous résumer les raisons qui ont motivé cette conférence de presse conjointe de jeudi dernier? Nous sommes partis de constats qui sont évidents. Au Togo, je puis dire que plus rien ne va et de façon globale, la population togolaise en a ras-le-bol. Aussi bien au plan politique qu'au plan économique. Et enfin, sur le plan social, nous avons la conviction que le Togo est en train d'aller à la dérive et qu'il faut absolument que les citoyens que nous sommes, nous soyons en mesure de nous prononcer et d'exiger que la barque soit mieux conduite. Après 20 ans au pouvoir, s'inscrire dans une gouvernance nouvelle, avec une nouvelle constitution, une nouvelle fonction, je veux parler du président du Conseil des ministres, ne constitue pas la solution. Les problèmes politiques sont récurrents. Il s'agit de la justice qui est non indépendante, qui est instrumentalisée, qui est un outil de répression. Il s'agit de la restriction de l'espace civique. Il s'agit des élections qui sont constamment truquées. Il s'agit d'une CENI qui n'est pas légal, il s'agit d'un processus ayant conduit à une nouvelle constitution qui est totalement illégale et illégitime, etc., etc. Au plan économique, nous savons tous que, même si on nous annonce que le Togo a un taux de croissance un peu au-dessus de 5% et que on a tendance à vouloir applaudir, cela cache de profondes disparités sociales, tout simplement parce que malheureusement, cette croissance est soutenue par une dette qui est de plus en plus croissante et surtout, nous empruntons beaucoup, mais nous sommes incapables d'améliorer la structure de production au Togo. Et étant incapables d'améliorer la structure de production, il sera difficile pour nous de payer cette dette, de payer les intérêts. Et c'est comme si nous étions en train d'accumuler de la dette pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants. Et donc, au plan économique, je vous assure que l'embellie se fait attendre. Je discutais la fois dernière avec des responsables de structures financières qui nous ont dit qu'en 2024, la BCEAO a conclu que le portefeuille du crédit était au rouge au Togo. Et cela a des conséquences énormes. Il y aura moins d'argent qui va circuler et les populations vont encore davantage souffrir. Et au plan social, enfin, le tissu social, il est, pour reprendre les termes de quelqu'un, totalement délabré, avec des services sociaux, etc., etc. Alors revenons un peu sur votre déclaration liminaire de jeudi dernier. La déclaration commence par cette phrase forte: le peuple togolais en a assez. Qu'est-ce que traduit concrètement cette phrase au regard de la situation que vous venez de décrire? C'est le sentiment général au sein de la population. Quand vous discutez, je vous assure, avec qui que ce soit, quelle que soit sa profession, quelle que soit son ethnie, et j'insiste là-dessus, tout le monde vous dit la même chose: on ne peut plus continuer ainsi. Il faut que ça cesse, il faut un véritable changement.
Nous ne voulons plus rester dans une telle situation. Est-ce que nous allons finir l'année 2025 dans une telle situation, dans de telles conditions? C'est un ras-le-bol. Et surtout, quand vous avez des voix modérées qui commencent à s'exprimer, je vais prendre l'exemple des évêques, quand les plus modérés commencent à s'exprimer en des termes aussi clairs, mais aussi durs, cela veut dire que ça atteint une limite. Et nous avons atteint cette limite, et c'est ce que nous avons voulu dire en disant que le peuple togolais en a assez. Parce que ce ne sont pas les voix les plus expressives qui le disent, mais ce sont les voix les plus silencieuses qui commencent à s'exprimer. Et c'est ce que nous avons vu les 5, les 6, et ce qui risque encore de se passer les prochains jours. Et nous, en tant que citoyens, aimant son pays, bien sûr, nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation difficile pour le Togo. Et quelle est justement votre lecture de ces manifestations des 5 et 6 juin derniers? Mais justement, il y a eu une politique qui a cherché à faire taire la population, à faire taire surtout la jeunesse. Et vous savez, ce genre de politique avec beaucoup de répression, d'emprisonnement. Je prendrai le cas d'Affectio qui se retrouve aujourd'hui en prison tout simplement parce qu'il a pris sa plume et qu'il a inscrit sur un bout de papier ses idées, son ressenti. Et aujourd'hui, il est en prison pour cela. Quand vous avez une telle politique qui se conduit, vous pouvez peut-être arriver à circonscrire la liberté d'expression pendant un certain temps, mais vous ne pourrez pas le faire tout le temps. Et c'est ce qui est en train de se voir aujourd'hui. Le mur du silence est fissuré, le mur de la peur a volé en éclats. Et quand c'est comme ça, on peut craindre pour le Togo, parce que cette jeunesse qui en a marre, qui en a assez, peut vouloir en découdre avec des forces de l'ordre qui parfois ou souvent ne mesurent pas la portée de leurs actions, et ce qui fait que parfois vous avez des réactions très disproportionnées, et ça s'est vu la fois dernière avec des violences qui ont été perpétrées notamment à la brigade anti-gang de Djidjolé, de sinistre nom. Je ne sais pas qui est le responsable de cette brigade, mais je crois que ce responsable a intérêt à reprendre ses troupes, à leur parler et à les recadrer, parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Même si aujourd'hui il n'y a pas de plainte, même si aujourd'hui il n'y a pas de sanctions, il faut qu'ils s'attendent à ce que demain, qu'on puisse leur demander des comptes par rapport à ce qui a été fait. Alors, vous citez le message des évêques du Togo comme un tournant. Pourquoi ce message, justement, est-il, selon vous, un catalyseur de mobilisation? Quand vous avez le sentiment que à chaque fois vous êtes les seuls à vous exprimer, et qu'on vous taxe d'opposants, on dit oui c'est les opposants, et que les autres ne sont pas d'accord. Jusqu'au jour où, je l'ai dit, la masse silencieuse commence à s'exprimer, les plus modérés commencent à s'exprimer, alors là ça constitue un vrai tournant. Et effectivement, on peut le reconnaître, on peut le dire, la sortie des évêques constitue un véritable tournant dans tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, puisque ce sont des des voix respectées, des voix qui ne se prononcent pas comme ça à la volée parce que elles ont envie de s'exprimer. Ce sont des voix qui sont très mesurées dans leurs propos, et autant elles sont mesurées dans leurs propos, autant elles ont mis le doigt sur des éléments essentiels. Et quand vous lisez effectivement le document qui a été élaboré par les évêques, vous vous rendez compte que ça décrit le pays, c'est une peinture parfaite de ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays en termes de violence, de manque de liberté d'expression, de disparité, une classe, une élite qui vit dans une bulle alors que la grosse majorité croupit dans la misère. Le Togolais est en train de souffrir alors que, à contrario, vous avez cette élite dirigeante qui continue de vivre dans une opulence ostentatoire, et ça, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Ça n'a jamais construit une nation, ça n'a jamais permis le vivre ensemble, ça n'a jamais permis d'avoir une cohésion sociale. Alors, la conférence de presse a appelé clairement à la démission de Faure Gnassingbé, actuel président du Conseil. N'est-ce pas une posture irréaliste? Non, pourquoi? Et bien sûr, pour nous, il ne s'agissait pas simplement de s'arrêter à cette, injonction ou à cet appel. Il était important qu'on puisse faire entrevoir à la population que il y a possibilité de faire quelque chose pour arriver à cet objectif. Si vous lisez le contenu de la déclaration, bien sûr, en 2 pages, 3 pages, il est difficile ou impossible de faire le bilan de 20 années
de pouvoir, de gouvernance, de malgouvernance. Mais en quelques phrases, nous avons ressorti le fait que aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'il y a un véritable échec de la gouvernance à tous les niveaux, politique, économique et social. J'en ai parlé tantôt. Et lorsqu'il y a échec, on n'entre pas dans un nouveau cycle avec le même système. De la même manière qu'on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, je pense qu'on doit changer une équipe qui échoue. On ne peut pas continuer avec la même équipe, le même système, les mêmes habitudes, en espérant que par miracle, les choses vont s'améliorer. Donc, on ne peut pas accepter d'entrer dans un nouveau cycle avec la violence, avec la corruption qui demeure systémique et profonde au Togo. Prenez les chiffres, je répète toujours la même chose. L'indice de la corruption du Togo, de 2005 à 2024, puisque les chiffres de 2025 ne sont pas encore sortis, malgré la aplusia, malgré tous les slogans, malgré tout ce qu'on nous dit, il y a un échec patent de la lutte contre la corruption. L'argent de notre pays, les ressources qui doivent servir à développer le Togo, la grosse partie se retrouve quelque part. Ne me demandez pas où, mais ce n'est certainement pas dans ma poche, ce n'est certainement pas dans votre poche, ce n'est certainement pas dans la poche du contribuable. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des difficultés, comme c'est le cas à la CET, on se tourne vers qui? Le pauvre Togolais, pour lui demander encore une fois de mettre l'argent à la poche et pour donner l'impression qu'on veut enfin, après 20 ans, commencer à gouverner autrement, on demande aux ministres de payer eux-mêmes leurs frais d'électricité pour leurs résidences secondaires. Je crois que c'est risible. On aurait presque pensé que c'est une comédie, mais c'est tellement tragique que c'est triste. Voilà. Alors, ce qu'on retient pour l'essentiel de votre conférence de presse, c'est un appel à la désobéissance civile. Vous invoquez l'article 150 de la Constitution de 1992, alors que c'est celle du 6 mai 2024 qui est actuellement en vigueur, jusqu'à preuve du contraire. Dans ce contexte, sur quoi fondez-vous juridiquement votre appel à désobéir aujourd'hui? La nouvelle Constitution, elle est illégale. Nous ne pouvons pas nous fonder. Il faut que nous soyons cohérents. Si nous disons que la Constitution de la Ve République est illégale, nous n'allons pas faire référence à la Constitution de la Ve République pour demander au peuple togolais de prendre ses responsabilités. Nous avons la Constitution de la Quatrième République pour laquelle nous avons voté à près de, je ne sais plus combien, 98%, et qui pour nous demeure la vraie Constitution. Et en son article 150, elle dit qu'en cas de coup de force, il revient à chaque citoyen de prendre ses responsabilités et de désobéir. Et donc je reviens à la question précédente qui se joint à celle-ci pour dire que pour nous, tout part de là. Vous avez demandé est-ce que c'est utopique? Non, ce n'est pas utopique. Il revient au peuple togolais de défendre sa souveraineté et de défendre sa loi fondamentale. Et dans l'article 150, la piste est toute tracée. Il s'agit simplement d'entrer dans un cycle de désobéissance qu'on peut appeler désobéissance civile. Et quand vous lisez l'histoire de la désobéissance civile, c'est tout simplement parti de quelqu'un qui, à un moment donné, n'était plus en phase avec les décisions prises par son gouvernement et qui a décidé, à un moment donné, de ne plus répondre aux injonctions, aux lois en lien avec le gouvernement. Donc, la personne a décidé de ne plus payer les taxes, etc., parce que les décisions, les actes posés par le gouvernement lui paraissaient totalement infondés, illégaux et illégitimes. Donc nous sommes dans cette situation en tant que Togolais et il revient aux Togolais de se préparer. Et c'est là la volonté de marquer un moment en termes de point de départ par rapport à la désobéissance. Je pense que nous reviendrons certainement par rapport à la date du 23, puisqu'il y a eu... Oui, justement, l'appel est lancé à partir du 23 juin 2025. Quelle forme, justement, prendra cette mobilisation? Alors, pour nous, il était important que nous ne disions pas simplement « entrer en désobéissance » ou préparez-vous à entrer en désobéissance. Il fallait une date de départ pour que chaque citoyen, en son fort intérieur, comprenne la nécessité de participer à quelque chose de collectif pour un changement global. Mais lisez la déclaration et je suis heureux que, au plan national et au niveau des médias traditionnels et classiques internationaux, cette déclaration n'a suscité aucune polémique. Cette déclaration a été très claire, disant que dans leur déclaration, des organisations de la société civile et des partis politiques demandent au président du Conseil des ministres de démissionner
et demande à la population de se préparer pour être en désobéissance. Nous n'avons jamais annoncé que le 23, il devrait y avoir une manifestation organisée par nous, pas de meeting, pas de sitting, rien du tout. Et pour nous, tout simplement, le message consistait à dire, soyez prêts à partir du 23. Il y aura bien sûr, après, des directives. Nous ne sommes pas des irresponsables. Nous n'allons pas dire aux gens, soyez prêts à entrer en désobéissance sans pour autant, par la suite, commencer à donner des indications. Et parmi les indications, bien sûr que nous reviendrons sur les dates des 26, 27 et 28, j'en suis convaincu. Ouais, sauf que pour le moment, on ne sait pas encore la forme que prendra cette désobéissance. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de la désobéissance, moi je ne suis que médecin, je n'ai pas appris la désobéissance civile, je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait du droit, mais je m'intéresse à tout ce qui consiste à permettre à un peuple de revendiquer sa souveraineté et de procéder à un changement en profondeur. Et la désobéissance civile, elle a été utilisée par de grands noms, Gandhi, Martin Luther King, etc., etc. Et ça peut prendre plusieurs formes. On peut imaginer une forme qui consisterait par exemple à dire, pour que nous puissions démontrer notre volonté de changement, nous demandons à tous les Togolais, à partir par exemple du mois de juillet, du mois d'août, de ne plus payer leurs factures d'électricité. Bien sûr, si vous êtes seul à le faire, on va vous couper le courant. Mais imaginez que effectivement le message prenne et que les populations soient suffisamment conscientes de la situation et qu'elles acceptent de s'inscrire véritablement dans un cycle de désobéissance et que toute la population, chacun garde sa facture et refuse de payer, là vous allez voir l'impact sur la gouvernance et le changement qui va s'opérer dans ce pays. Ce n'est qu'un exemple et je vous assure que les exemples sont innombrables. Lisez un peu et vous allez voir le génie des populations à travers les continents, à travers les pays. Les gens ont imaginé plein de choses. Vous prenez Rosa Parks, où on disait que dans un bus, les blacks, nous n'avions pas le droit d'être assis quand les blancs étaient debout. Mais elle a décidé d'entrer en désobéissance. Elle a pris sa place, elle s'est assise, et lorsqu'on lui a demandé de se lever pour laisser la place à une personne blanche, elle a refusé. Ce n'est qu'un exemple. Voilà, nous allons maintenant nous tourner vers nos auditeurs. Appel à la désobéissance, décryptage de la mobilisation du 23 juin. C'est le thème du débat d'aujourd'hui. À présent, chers auditeurs, la parole est à vous. Soutenez-vous cet appel à la mobilisation citoyenne à partir du 23 juin. Vous pouvez maintenant nous appeler pour poser vos questions à notre invité David Dosset ou pour vos réactions au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. À vous la parole, le premier auditeur en ligne. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sanville. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, professeur. Monsieur Michel, bonjour. Moi, je crois que avoir même le comportement des tortionnaires de la fois passée, les gens sont aux abois. Parce que ce qui m'a mis, moi, personnellement, en colère, c'est le fait d'avoir dit à la dame, vous êtes Kabylie, vous ne devez pas manifester. Mais on est où, dans quel pays on est où là? Comment on peut justifier une ethnie ou bien la traiter, manquer de respect à ce point? Mais c'est incroyable, c'est effroyable. La situation qui prévaut aujourd'hui, il faut que les gouvernants sachent que on est arrivé à un point où on est carrément face au mur. Les indices sont là et comme l'a dit la BCAO, les indices sont là, il n'y a rien à faire. Je voyais venir, moi, cette histoire-là depuis, et je disais, on ne peut pas être endetté à ce point et continuer par multiplier ou augmenter ou exponentialiser le train de vie de l'État. On a augmenté les sénateurs, on a augmenté les députés. Alors, monsieur Michel, oui. Est-ce que vous approuvez l'appel à la désobéissance? Oui, c'est pour, j'en viens, ma conclusion, c'est tout simplement pour dire que les conditions sont tellement réunies que la désobéissance sera automatique. Ça sera automatique parce que là où nous sommes arrivés là, on est arrivé à l'extrême, c'est-à-dire c'est l'exagération, l'incohérence dans la gouvernance. On ne peut plus. Et je vous dis, comme l'a dit le professeur, même si ce n'est pas sorti manifester, même si déjà le fait de faire une autre manière de désobéir, je crois que on atteindra toujours les objectifs. Parce que les Togolais, maintenant, tout le monde a compris. Merci et bonne journée. Merci, excellente journée à vous. Michel, notre auditeur Nana FM, allô, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour Pelé, bienvenue dans le débat. Monsieur Pelé, bonjour. Professeur, bonjour. Je vous salue. Ok, je pense que aujourd'hui, là où nous sommes arrivés à un point que le régime RPT unir veut qu'on arrive là. C'est-à-dire, c'est comme dira l'autre, si l'opposition veut prendre le pouvoir, il n'a qu'à aller chercher ce qu'elle va chercher, comme vous le savez déjà. Est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau? Ici, quand on parle de ce qui se passe actuellement, il y a 4 dates qui sont sur le terrain. Il faut qu'on soit clair. Il y a 26, 27, 28 qui étaient là et le 23 est arrivé. La désobéissance, je pense que tout le monde le fait déjà. Tout le monde est désobéi de ce régime, ne veut rien savoir de ce régime. Tout ce qu'il fait, ça le concerne lui-même. Est-ce que, à votre niveau, vous êtes pour les 26, 27, 28, ou bien on va coller 23, 26, 27, 28, c'est-à-dire nous voulons une action unitaire sur le terrain. Professeur, quelles sont les marges de manœuvre pour qu'on arrive là, parce que les organisateurs de ces 26, 27, 28 là, vous les connaissez, et si vous ne les voyez même pas, vous savez par quel moyen les trouver. Est-ce que vous pouvez aller les voir et obtenir une seule voie unique? Merci. Merci, Monsieur Pelé, un autre auditeur, un FM. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Richard. Allô? Oui, allô, c'est Richard. Richard, bienvenue dans le débat. Oui, merci. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur Richard. Ok, d'accord. Vous êtes toujours à dénoncer, toujours à peindre tout en noir. Vous n'avez jamais rien vu de positif dans la gouvernance actuelle. Et aujourd'hui... Allô, Richard? Oui. Oui, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Le réseau se dégrade à votre niveau. D'accord. Ça va mieux? Allez-y. Ok. Oh là là, c'est compliqué de discuter avec vous. Oui. Oui. Ah, c'est difficile. Aujourd'hui, appelle à des auditions. Ah, c'est difficile de communiquer avec Richard. Alors, nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, Nana FM, allô, bonjour. Monsieur Gado. Oui, monsieur Gado, bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour, professeur. Monsieur Gado, bonjour. Oui, professeur, quel ultime geste du PC pour désamorcer la crise envers le peuple togolais? Merci, bonne journée. Merci, monsieur Gado, notre auditeur en ligne, Nana FM, allô, bonjour. Bonjour, c'est Kédré. Kédré, bienvenue dans le débat. Oui. Non, c'est que vraiment, ça va mal, hein. Ouais, ça va mal. Parce que, regarde, un enfant de CI jusqu'à campus, et l'enfant va aller faire des médias. Un enfant. Monsieur Kédré. Oui. D'abord, vous nous appelez d'où? De quel quartier? J'appelle de Jagblé. Jagblé, d'accord. Oui. Alors, quelle est votre position sur la désobéissance civile, cet appel cet appel de l'opposition pour le 23 juin. Je suis fils natif de Tchaoudjo. Mes petits frères, les amis sont finis, ils vont venir. Même si c'est aujourd'hui la marche, je dis, je suis prêt à faire la marche. Pour l'instant, on ne parle pas encore de marche, on parle de désobéissance civile. Quelle obéissance? Le gouvernement, ce que le gouvernement togolais fait est tellement mauvais contre le peuple togolais. Vous allez... Et qu'est-ce qui vous fait mal particulièrement, monsieur Kédré? S'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait mal particulièrement? Qu'est-ce qui me fait mal? Pourquoi on ne peut pas aller à un référendum et immédiatement le Togo compte combien de présidents? Le Togo même, il n'y a pas même un président. Il n'y a rien. Tout est négatif. D'accord. Merci, monsieur Kédré, notre auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oseni, le messager de l'amour. Oseni, bienvenue. Merci, bonjour à l'invité. Bonjour. Moi, je vais dire que il faut aller au dialogue. Les deux parties. Sans le dialogue, on ne peut rien. Donc, il faut dialoguer. Merci et bonne journée.
Merci, bonne journée à vous. Un autre auditeur, Nana FM, allô, bonjour. Oui, c'est Richard qui revient. Richard, voilà, je pense que on vous reçoit mieux maintenant. Oui, donc je disais au professeur que je le reconnais dans son rôle, toujours à dénoncer, à peindre tout en noir, qui n'a jamais trouvé rien de positif dans ce qui se fait actuellement au niveau du gouvernement. Bon, je trouve qu'il est dans son rôle. Hein. Sincèrement, ça me... disons qu'il est dans son rôle. Voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, ils appellent à la désobéissance civile, alors que eux-mêmes reconnaissent que aujourd'hui, on est confronté à un problème de vie chère. Est-ce que dans ce contexte, ils pensent que cette désobéissance civile pourra réussir? Moi, je ne pense pas. Loin de moi d'être un oiseau de mauvais augure, moi, je pense que la désobéissance civile à laquelle ils appellent aujourd'hui, ça ne réussira pas. Parce que aujourd'hui, les Togolais ont ce qu'ils veulent. Que le gouvernement s'efforce, que le gouvernement fasse en sorte de trouver une solution à la vie chère. Et donc, la désobéissance civile n'est pas la solution. Voilà, c'est ce que j'ai à dire ce matin. Voilà. Nous allons prendre le dernier auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Sambi. Oui, allô, c'est monsieur? C'est monsieur Mawena. Monsieur Mawena, bienvenue dans le débat. Merci. Je salue, professeur. Oui, bonjour, monsieur Mawena. C'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Bon courage. Merci. Monsieur Sambi, moi je voudrais poser une question au professeur. La loi demande à notre chef de l'État de rendre compte, de faire l'état de la nation chaque année ou bien chaque période à l'Assemblée nationale, ce qui n'a jamais été fait. Ça, là, c'est pas un sens de, quelque chose de désobéissance en quelque sorte. J'aimerais bien me répondre à cette question, quoi. Donc, cette stratégie de désobéissance, moi, c'est la bienvenue. La bienvenue. Donc, qu'il soit tranquille. Et c'est que dans le problème de ce pays, c'est la population, le peuple même qui va se lever, qui va décider. Eux, ils sont nos divisions, ils sont je sais pas, ceux qui sont du vent, et nous encouragent. C'est le peuple qui va décider. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est le peuple qui va décider finalement. D'accord. Donc, je les encourage. Merci, monsieur Mawena. Et donc, nous revenons ici en studio pour répondre aux préoccupations de nos auditeurs. Nous allons commencer par celle de Richard. Richard qui affiche déjà sa position. Il pense que la mobilisation, la désobéissance civile ne va pas réussir. Et il se demande comment est-ce que ça pourra se passer dans un contexte de vie chère. Oui, en fait, Richard, je l'aime bien parce que voilà, il essaie au moins d'apporter un avis contraire à ce que pense la majorité de la population, mais habituellement il est beaucoup plus incisif. Et je crois que cela démontre effectivement la difficulté dans laquelle se trouvent aujourd'hui les tenants du régime. Alors justement, lorsque vous voyez un peu l'histoire récente de la Tunisie ou d'autres pays, c'est quand il y a des difficultés de ce genre, lorsqu'on est en situation de ras-le-bol, que malheureusement ça explose. Je dis bien malheureusement parce que ce n'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est qu'il y ait un changement sans explosion. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie avec Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur de légumes qui finit par s'immoler parce que il en a marre, comme les Togolais en ont marre aujourd'hui. Et monsieur Richard, ce sont des situations comme ça qui sont explosives. Alors si vous avez la possibilité de parler à l'oreille de à qui je pense, essayez de parler à son oreille pour lui dire que ce sont ces situations justement qui sont dangereuses. Aujourd'hui, les Togolais sont effectivement en difficulté et il faut apporter une solution en lien avec les aspirations du peuple. Oui, et pour Richard, vous semblez tout peindre en noir par rapport aux actions du gouvernement. C'est ce que je dis. Vous savez, quand c'est les mêmes qui s'expriment, on peut dire voilà, c'est les mêmes. Et si je reprends ici, c'est pour ça que je cherchais. Monsieur Richard, je vous rappelle ce que les évêques ont dit. Les évêques, ce sont des voix autorisées, des voix modérées. Et lorsque les évêques prennent la parole pour dire qu'une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple, c'est pas moi qui le dis, ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai, c'est-à-dire que vous mentez, je vais le dire de façon terre à terre, vous dites des mensonges et vous voulez faire croire au peuple que c'est la vérité. Les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés, et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. À bon entendeur, salut, monsieur Richard.
Alors, nous allons poursuivre avec l'intervention de Oseni. Oseni lui préconise que vous alliez au dialogue pour régler la crise. C'est un avis que je respecte. Moi, je suis démocrate et je crois qu'il a ses raisons, il a le droit d'exprimer cet avis. Une chose est certaine, c'est que je pense que ça rejoint aussi un peu la question de Papa Gallo. Je ne sais plus comment il a posé la question. Je voulais répondre aux deux questions en même temps en disant qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'un pouvoir qui se barricade. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis arrivé un peu en retard, parce que j'habite Isranaoui. J'avais oublié que la voie passant devant la présidence est barricadée, nous obligeant à faire un tour important par la caisse avant de revenir pour rejoindre le carrefour du GTA et d'arriver ici. Voilà, on a l'impression d'un pouvoir qui se barricade, que le président n'ait pas peur de son peuple. Il a dirigé le pays pendant 20 ans. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais qu'il accepte simplement de passer la main. Passer la main, ça n'a jamais tué personne. Les anciens présidents courent les rues partout à travers le monde. Qu'il accepte de passer la main. Et je suis convaincu que si aujourd'hui le président décide de répondre à cet appel à la démission, demain il passera à travers les rues de Lomé. Il sera salué, il sera embrassé par une foule en liesse. C'est une possibilité pour lui. Se barricader n'est pas la solution. S'il veut dialoguer pour demander à ce que son départ se fasse dans des conditions honorables, quel que soit... La fois dernière, j'avais dit négocier son départ. On me l'a reproché. Pourquoi est-ce que je dis négocier? J'ai dit, mais je reviens en disant, j'assume et je dis que si le président estime que son peuple, après 20 années, et peut-être il y a l'usure du pouvoir et que le peuple désire autre chose et qu'il accepte de donner cela au peuple, que ce soit un dialogue ou pas, et que ça annonce son départ, pour moi il n'y a pas de problème. Alors Pelé, vous voudrez savoir quelle est votre position sur les mobilisations des 26-27 Justement, permettez que je prenne 2 minutes pour revenir sur cet aspect, parce que je l'ai dit au début de l'émission, j'ai été heureux de voir que il n'y a pas eu cette fausse polémique, j'insiste sur ce terme, il n'y a pas eu cette fausse polémique quand vous prenez les médias nationaux, quand vous prenez les médias traditionnels internationaux, il n'y a pas eu cette fausse polémique par rapport aux différentes dates, la date du 23 et les dates de 25, 26, 26, 27 et 28. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous avons tous vu ce qui s'est passé le 5 et le 6, et tenant compte de l'influence positive des jeunes influenceurs sur la peur, la jeunesse et autres, dans la déclaration lue lors de la conférence de presse, nous n'avons pas manqué de saluer cette intervention positive des jeunes influenceurs. Première chose. Deuxième chose, nous avons dit que nous sommes en situation d'échec. Il faut absolument, cette fois-ci, que le peuple prenne sa responsabilité. Et prendre sa responsabilité, c'est en lien avec l'article 150 qui demande à désobéir. Nous avons choisi la date du 23 en nous projetant sur, bien sûr, tout ce qui part du 23 et qui arrive bien sûr au 26, 27 et 28. Quand on dit à partir du 23, c'est qu'on tient compte de ce qui est annoncé par d'autres. Je reviens un peu en arrière pour dire que lorsque les jeunes avaient annoncé la date du 6, puisque nous étions déjà sur le terrain et que nous avions arrêté en fait une date sur le 15, mais tenant compte de ce que les jeunes avaient dit, nous avons dit il ne faut surtout pas créer d'interférence. Les jeunes ont choisi une date, nous abandonnons la date du 15 et nous attendons de voir ce qu'on peut faire par rapport au 6 juin. Le 6 est passé et nous avons dit, nous nous inscrivons cette fois-ci sur la date du 28 pour continuer ce que nous avions déjà commencé. Donc nous voulions faire une marche sur le 28. Mais quand les jeunes ont annoncé les 26, 27 et 28, nous avons encore dit, nous n'allons pas interférer et perturber ce que les jeunes veulent faire. Nous ne ferons pas de manifestation le 28, mais nous demandons simplement à une population de se préparer à partir du 23. On peut me demander pourquoi le 23. À la conférence de presse, j'avais dit, nous ne voulons pas perturber le bac, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a des raisons qu'on ne peut pas toujours annoncer. Sachez que il y a une corporation qui nous a contactés et qui s'apprête ou s'apprêtait à faire quelque chose sur le 23 et qui entre totalement dans ce que nous sommes en train de demander à la population togolaise. Fallait-il occulter ce que cela voulait faire? Parce que nous ne pouvions pas l'annoncer, parce que ce n'est pas encore totalement acquis. Nous étions en discussion et nous nous sommes dit, bon, annonçons le 23.
Si cette corporation arrive à mettre en œuvre ce qu'elle veut faire, ça va être quelque chose de phénoménal, qui va ensuite amplifier les 26, 27 et 28. Et c'est dans cette logique que nous étions. Et je vous assure que quand moi j'ai vu ensuite la polémique sur les réseaux sociaux uniquement, je me suis posé des questions. J'ai essayé de comprendre et j'ai vu certains réagir en disant mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens? Quelqu'un a même dit au Sakbedomia, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont fait une conférence de presse. Ils ont juste demandé aux populations ou à la population d'être prête à partir du 23. Les gens n'ont pas annoncé une manifestation et sur les réseaux sociaux, ça a suscité une grosse polémique. Nadia Touré, je l'ai entendu, j'ai eu même pitié d'elle parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais par la suite, je vais chuter, nous avons pris du recul, nous avons essayé d'analyser et nous avons le sentiment que malheureusement, à l'insu des jeunes, il y a des, je vais dire, des forces, je vais le dire comme ça, hein, je vais pas aller dans le clair, je vais rester dans le clair obscur. Il y a des forces qui aimeraient bien que sur le terrain ici, il n'y ait pas une organisation politique ou une organisation citoyenne qui soit suffisamment structurée, suffisamment forte pour pouvoir constituer une alternative si jamais une situation particulière devait intervenir. Et je pèse mes mots. Et je voudrais simplement dire que c'est extrêmement dangereux. Ce jeu trouble, je n'irai pas plus loin. Si j'ai la possibilité, après le 23, de répondre encore à une invitation, je vous en dirai plus par rapport à la corporation qui voulait faire quelque chose le 23 et qui peut-être ne le fera plus. Compte tenu de toutes ces polémiques, je pourrais revenir là-dessus et les gens comprendront davantage. Et je m'adresse encore une fois à ceux qui, à l'insu des jeunes, versent dans cette polémique qui n'a pas de raison, pour que les forces citoyennes ou politiques qui sont sur le terrain ne soient pas en mesure de faire autre chose que de se taire et d'attendre que l'ordre vienne d'ailleurs. Je l'ai dit de façon peut-être pas très claire. Alors, on le sait, les faits sont têtus et l'histoire nous enseigne que l'opposition togolaise a souvent été divisée dans ces luttes. Quelles leçons tirez-vous des échecs du passé pour que cette mobilisation soit différente? Je suis convaincu que ce que vous avez dit est tellement vrai et tellement dans l'esprit des uns et des autres que chacun a compris la nécessité. Vous savez, lorsque la société civile avait commencé à annoncer que la convergence devait se faire, qu'elle allait se faire, mais cette fois-ci sur des bases saines, c'est peut-être ça qui rend la convergence beaucoup plus difficile et beaucoup plus lente à se construire. Nous aurions pu nous mettre encore à plusieurs organisations et dire voilà, nous sommes ensemble. Mais je vous assure, c'est ça qui fait qu'on n'arrive jamais à arriver au bout de ce que nous voulons faire. Et lorsque nous avons décidé de construire cette fois-ci la convergence autour d'une charte et autour de valeurs, ça fait que, effectivement, c'est difficile. Mais la société civile tient à ce que ceux qui veulent absolument s'inscrire dans la résistance le fassent, ensemble si possible, mais si c'est ensemble, en veillant à ce qu'on se respecte, en veillant à ce qu'on se dise la vérité, en veillant à ce qu'on puisse construire un minimum de confiance. Comment vous pouvez aller avec quelqu'un si vous n'avez pas un peu de confiance? Et le respect me semble primordial. Dans la déclaration, nous avons tendu la main à tous. Nous avons tendu la main à toute génération confondue. Ça veut dire les jeunes, les moins jeunes, je ne vais pas dire les vieux, les jeunes, les moins jeunes. Nous avons tendu la main à ceux qui sont au Togo et à ceux qui sont dans la diaspora. Et cette convergence, nous avons dit, elle doit se faire dans le respect. Mais quand vous commencez à insulter, à invectiver, est-ce que demain il sera possible de s'asseoir et de construire une stratégie ensemble? Nous sommes des êtres humains. Soyons conscients de chaque acte que nous posons. Et vous interpellez en plus la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne ou encore les Nations unies. Quelles sont, on va dire, vos attentes vis-à-vis de la communauté internationale? Une chose est certaine, tout doit partir du Togo et tout doit revenir au Togo. Nous commençons bien sûr par le peuple togolais. Nous demandons au peuple togolais d'être prêt à la désobéissance. Le 23, je le répète, nous n'avons prévu aucune activité, aucune manifestation spécifique. Il est possible qu'une corporation entre
déjà en action à partir du 23, c'est son droit le plus absolu, et si c'est le cas, ça va permettre de mettre en place les éléments pour amplifier les autres dates qui sont annoncées, les 26, 27 et 28. Si tout part du Togo, bien sûr, nous exigerons que cette fois-ci la communauté internationale joue un rôle positif, allant dans le sens de l'intérêt du peuple togolais. La communauté internationale a mal joué le jeu en 2018, elle a mal joué le jeu en 2005, et c'est une forme d'avertissement à l'endroit de cette communauté internationale pour dire que trop c'est trop. Nous en avons assez. Nous sommes en train de prendre nos responsabilités pour régler nos problèmes nous-mêmes, mais si vous devez intervenir, sachez que vous le ferez dans le sens de l'intérêt du peuple togolais, sinon 3 points de suspension. Alors, de manière concrète et réaliste, à quoi espérez-vous que cette mobilisation aboutisse? Au changement. Je ne sais pas si c'est dans un délai rapide, je ne sais pas si c'est dans un délai à moyen terme, je ne sais pas si c'est dans un délai à long terme, je ne suis pas le bon Dieu, mais je suis convaincu que si le peuple s'y met, le changement est inéluctable. Quelqu'un l'a dit, effectivement, nous sommes dans une situation où on a le sentiment qu'il y a un gros écart entre la classe dirigeante et la population togolaise. Je l'ai dit, on a le sentiment aujourd'hui que le président se barricade. Je donnerai un dernier exemple. Quand vous allez dans des pays, vous voyez la garde devant la présidence de la République. C'est des gens qui sont là, les gens viennent prendre des photos. Puis voilà, la relève de la garde, parfois c'est tellement beau que vous avez une multitude de personnes debout qui filment devant le palais présidentiel. Et aujourd'hui, au Togo, à Lomé, vous êtes incapables de passer parce qu'ils ont barricadé aussi bien du côté de la route de Kégué que ici du côté de la route d'Agoué. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Professeur David Dosset, nous arrivons donc au terme de cette émission. Après les différentes réactions des auditeurs et à la lumière de nos échanges, quel serait votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que, secondes. en 30 secondes, le peuple togolais a la possibilité, dans le calme, dans la sérénité, d'obtenir le changement qu'il a toujours voulu. Le moment est venu pour chacun de se préparer, d'être dans l'esprit de l'article 150 de la Constitution de 1992. Je nous y invite. Merci. Merci à vous, professeur David Dosset, pour ce mot de fin. Vous êtes le porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci également à vous, chers auditeurs, pour vos réactions et votre fidélité. Le débat de Nana FM, c'est chaque jour pour donner la parole à celles et ceux qui font l'actualité. Appelez-moi Émile Sanvi. Très bonne suite de nos programmes.